Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Rouzeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, PDG de Louis Roederer. Je suis très heureux de vous avoir parce que vous êtes rare dans les médias. Il faut dire ce qui est. On est rare dans les médias, oui peut-être, mais c'est... Donc voilà, donc très heureux de vous avoir. Il faut le rappeler, encore une fois, entreprise viticole fondée 1776. Vous êtes membre de la 6e génération à la tête de l'entreprise. On peut dire que c'est une des... On va dire ce qu'on va rappeler évidemment, le champagne, Roederer, le cristal Roederer, pas seulement Deutz, mais d'autres aussi, du vin, du rosé. Mais avant ça, Roederer, c'est l'une des dernières maisons d'envergure internationale qui est indépendante. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'ADN de la maison. J'ai la chance de diriger ce joyau de la Champagne, créé en 1776, toujours la même famille. Et c'est ça qui fait vraiment partie de l'ADN de notre maison, parce qu'on a cette vision à long terme des choses, et c'est très important dans le vin si on veut faire des grands vins. Ouais. Alors, encore une fois, Louis Roederer, ce n'est pas que du champagne, c'est évidemment du champagne. Je le disais, Cristal Roederer, Roederer Deutz, mais c'est aussi du Bordeaux, des propriétés mythiques, des vignobles, encore une fois, à l'étranger, au Portugal, aux États-Unis. Racontez-nous un petit peu. Oui, c'est mon père qui a en fait commencé à constituer cette petite collection de jolis domaines dans des grandes appellations, en Californie d'abord, au Portugal, dans la vallée du Douro, magnifique région classée au patrimoine de l'UNESCO, à Bordeaux bien sûr, parce que c'est là où on fait des grands crus de Bordeaux, en Provence avec les domaines hôtes. Des très beaux châteaux dans le Bordelais. Très beaux châteaux, château de Pêche, château Pichon, Longueville, comtesse de la Lande. Ouais. Et l'idée de tout ça, c'est effectivement d'avoir cette petite collection autour de Louis Roederer, dans des maisons familiales, puisque Hoth est toujours dirigé par les descendants de la famille. Chez Ramos-Pinto, c'est un petit peu la même chose. Et c'est sur des grands terroirs. C'est vraiment d'avoir nos propres vignobles. Louis Roederer avait constitué ce magnifique vignoble en Champagne de plus de 240 hectares. Sur 1000 hectares au total. En total, ah oui. Alors, en Champagne, on a 240 hectares de vignes. Ouais. Et ensuite, en Provence, 200 hectares. À Bordeaux, à peu près. La Provence, c'est pour le domaine de Hoth. Domaine Hoth. Pour ceux qui aiment le rosé. Oui, exactement. Donc c'est vrai que l'idée, tout ça, c'est de faire son vignoble. Pour faire des grands vins, en fait, il faut du temps, des grands terroirs et effectivement une famille derrière qui comprend cette vision à long terme. Oui, qui a cette vision du temps long, effectivement. Oui, alors, le groupe Louis Roederer, difficile à avoir des chiffres, hein, évidemment, mais on va essayer quand même d'en avoir 2-3. 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous confirmez? Oui. En croissance de 4 à 5% par an. Et apparemment, vous n'avez pas envie que ça aille plus vite. Non, Quel luxe de pouvoir dire ça quand même. C'est le rythme de la nature, si vous voulez. On a ce vignoble, on ne veut pas acheter de raisin ou de vin comme un négociant. Donc c'est vraiment de faire les plus grands vins possibles sur ces grands terroirs. Parce que je vous coupe, mais tous les champagnes n'ont pas leur... Vous savez, la Champagne appartient à 90% à 15 000 petits vignerons. Donc les grandes maisons, les maisons de Champagne achètent la plupart du temps Donc moi qui suis grand consommateur de Ruinart, pardon de le dire, quand j'en prends, en fait, c'est pas leur propre vignoble. Ruinart, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on a ce vignoble magnifique, et c'est assez rare, effectivement unique, de faire nos champagnes, tous nos champagnes, en particulier Cristal, uniquement sur ce vignoble qui, par ailleurs, est aujourd'hui cultivé, ça fait 20 ans qu'on l'a remis en biodynamie, donc c'est très important aussi de rechercher cette pureté, l'authenticité de ces grands terroirs champenois qui sont magnifiques. C'est de la craie, on est dans un climat très septentrional, et c'est pour ça que la Champagne est magique, c'est quand on arrive à extraire de ces terroirs la quintessence, la magie de ces grands terroirs, c'est ça que notre mission en fait. Ouais. Avec cette idée, on comprend bien d'une production limitée, c'est-à-dire qu'en fait, tout à fait, la demande est là, vous pourriez produire, enfin si vous pouviez produire plus, ce n'est pas le cas en l'occurrence, mais vous pourriez très bien, il y a un appétit qui est bien plus que ce que vous pouvez produire. Oui, c'est rare dans une industrie quand même. Oui, mais c'est notre volonté. Encore une fois, c'est notre mission, c'est vraiment d'inventer les champagnes de demain, de créer, de faire la haute couture du champagne à partir de ces grands terroirs qu'on a eu la chance de constituer de plus de 200 hectares de vignes. Et on ne peut pas tout faire, si vous voulez. Donc on a choisi cette orientation, cette mission un petit peu de révéler ces grands terroirs champenois. C'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous passionne. Et c'est pour ça que nos équipes sont formées. Et en quoi les grands champagnes de demain seront différents des grands champagnes d'aujourd'hui? Vous savez, on fait les champagnes un peu différemment qu'on faisait il y a 200 ans. Ils étaient très dosés il y a 200 ans, ils le sont de moins en moins. D'ailleurs, on a lancé récemment avec Philippe Starck un brut nature, donc 0 dosage. Quand on dit dosage, ça veut dire c'est vous savez, le champagne, c'est un vin naturellement très acide, donc on apporte une petite liqueur qui adoucit un petit peu. Un peu de sucre. C'est du sucre, mais c'est du vin aussi, donc ouais. mais qui adoucit un petit peu cette acidité naturelle champenoise. Bon, Frédéric Rouzeau, c'est intéressant parce que la consommation
consommation de champagne en France, elle baisse année après année. Oui. Alors j'ai les chiffres de 2018, 1,8% de baisse de consommation de champagne. Est-ce que vous pâtissez ou pas du tout de cette baisse, encore une fois, de l'appétence des Français pour le champagne? Ou pas du tout, parce que sur votre segment qui est un segment premium, Non, c'est pas le sujet. nous, on n'en souffre pas du tout, effectivement. On a le marché du champagne, le marché français a toujours été très important pour nous, c'est la vitrine. Il faut qu'on soit présent dans les belles tables, dans les beaux restaurants, dans les beaux magasins de vin. C'est vrai qu'il y a une tendance à long terme d'une baisse du champagne en France, mais il faut savoir que la Champagne a aussi conquis plein de marchés dans le monde entier, au Japon bien sûr, elle commence sur le marché chinois également, donc c'est très important aussi d'avoir les bouteilles, parce que la Champagne est une région qui produit un nombre de bouteilles limité également, ça n'est que 300 millions de bouteilles, donc il faut voilà, avoir conquis et savoir conquérir aussi de nouveaux marchés, c'est très important pour le Champagne. Et vous, combien de millions de bouteilles de champagne, encore une fois, Roderer au sens large, vendues dans le monde? Alors nous, on a 240 hectares de vignes, donc Ouais. on fait à peu près 3 millions et demi de bouteilles. Qui sont vendues tous les ans Qui dans sont le monde. vendues tous les ans dans le monde entier, dans une distribution plutôt sélective. On n'est pas présent dans les supermarchés parce qu'on ne pourrait pas fournir de toute façon. Voilà, et avec une gamme de champagne qui va du Brut sans année, qui est vendu à peu près 45-50 euros, à Cristal bien sûr, qui est notre grand vin qui n'est pas fait tous les ans. Et qui, lui, est un qui millésimé, est plutôt autour de qui est plutôt autour de 200 euros, euros. c'est bien ça. J'ai lu le chiffre, je ne sais pas si c'est vrai, pour le coup je vous pose la question, Frédéric Rouzeau, 60% des champagnes Roderer, c'est 60% des ventes du chiffre d'affaires du groupe. On est dans les purs là? Oui, c'est ça. Le champagne aujourd'hui représente 60% de notre chiffre d'affaires global. Et puis on a donc tous ces domaines, cette collection de vins du Portugal, Bordeaux, qui représente 40% à l'ensemble. Ouais, et donc la France, on le comprend bien au travers de ce qu'on dit, n'est plus votre premier marché. Depuis quand? Parce qu'on se dit que c'est quand même surprenant, enfin oui, à demi. Hein. La France, c'est 20% de... On a toujours, vous savez, dans la maison, l'export a toujours été très important. La Russie, par exemple, au milieu du 19e siècle, représentait un tiers de nos ventes. Et c'est probablement grâce à ça, d'ailleurs, que Cristal a été créé, puisque c'est à la demande d'Alexandre II que nous avons eu l'opportunité de créer ce vin pour lui, parce qu'on vendait beaucoup en Russie. Donc la maison, traditionnellement, a été exportatrice depuis quasiment l'origine, milieu du 19e siècle. Mais au plus haut, la France, c'était quoi en termes de part de marché? Ah bah, au tout début, c'était probablement 100%. Oui, bien sûr. Mais dans les années récentes. C'est très vite, c'était 30%. La France est à peu près aujourd'hui à 25-30% de nos ventes. Et ça devrait continuer à s'étioler, à s'éroder, cette part de marché de la France, naturellement, parce que Non, parce que nous, vous développez à l'export. on veut vraiment avoir cette stabilité, cette présence en France qui est extrêmement importante pour nous. Il faut que nos clients du monde entier qui rendent visite au marché français puissent trouver du Roderer, bien sûr, évidemment. Mais la croissance, elle est essentiellement sur les marchés à l'export. Il faut la dire croissance, en termes de consommation. Il y a des nouveaux pays, par exemple le Japon, qui est fait un marché où il n'y avait pas de bouteille de champagne qui était vendue il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est le 3e marché pour la Champagne, donc c'est très important. Et aussi 3e marché pour vous? Exactement, absolument. Ouais. Marché américain, alors je sais pas, j'imagine que c'est un gros marché, le marché américain. C'est votre premier marché d'ailleurs, j'imagine, non? Oui, absolument, premier marché. Ouais. Bon, on a vu Donald Trump récemment épargner le champagne, peut-être qu'il est consommateur. Encore une fois, il a infliger des surtaxes douanières à l'Europe sur... je ne suis pas très calé sur le sujet. Qu'est-ce qui a été frappé pour l'instant? 25% sur les vins français. Voilà, vins français, mais pas les... Mais pas les champagnes et pas les spiritueux. C'est ça. Si d'aventure il devait surtaxer à 25% les champagnes, c'est une catastrophe pour vous ou même pas peur? Vous savez, on en a connu d'autres chez Louis Roderer, et puis on sait s'adapter, on essaie d'avoir du jeu de jambes, donc il faut essayer j'espère que ça n'arrivera pas, mais parce que ce serait effectivement... il est imprévisible, vous savez. C'est un peu imprévisible, et voilà, mais on s'adaptera. Donc vous ne craignez pas? Vous ne craignez pas d'une potentielle... Ça ne changerait pas? Ce serait évidemment pas une bonne nouvelle, mais on s'adaptera. Bon. D'ailleurs, vous produisez sur le sol américain en Californie, on en parlait rapidement tout à l'heure. Oui, c'est pas du champagne. On fait du sparkling wine, donc sur un domaine aussi à nous, nos propres vignobles en Californie. À Anderson Valley, mon père avait choisi d'aller dans certains autres champenois étaient allés à Napa Valley. On trouvait que il faisait trop chaud pour faire des vins mousseux, donc on est allé dans une vallée un peu plus au nord, près de l'océan, plus fraîche. Bon. Le Royaume-Uni, c'est une question qu'on pose souvent évidemment quand on a un patron, on se dit... D'ailleurs, c'est un gros marché, j'ai découvert ça en préparant l'interview. C'est un gros marché pour le champagne. Hein. C'est le premier marché. À l'export? Oui, à l'export, c'est le premier marché. C'est 30 millions de bouteilles. Devant les États-Unis? États-Unis, 20 millions. Voilà, pour vous donner les grands chiffres. Deuxième marché, les États-Unis, 20 millions. Troisième marché, le Japon, maintenant, avec près de 12 millions de bouteilles. Et
question évidemment, il y a un impact du Brexit ou on ne voit rien pour l'instant? Alors pour l'instant, bizarrement, c'est même en augmentation cette année, les ventes. Donc peut-être c'est Ce Brexit en prévision il est du tellement Brexit. déprimant, ce Brexit, que Ouais, les gens préfèrent prendre Mais une bon, petite coupe. les Anglais ont quand même historiquement été des grands consommateurs de grands vins de toutes les régions du monde et donc aiment toujours le champagne. Bon, il y a cette volonté, Frédéric Rouzeau, c'est votre patte aussi, de se diversifier. Et là, je me suis dit, tiens, rachat de l'hôtel Christiana, pour ceux qui vont à Val d'Isère, c'est un palace, c'est un 5 étoiles. Pourquoi aller vers l'hôtellerie, les palaces de montagne? C'est un autre métier quand même. Hein. J'imagine que vous n'y allez pas tout seul. Hein, palace historique et qui appartient à la même famille depuis sa création. C'est un peu comme les maisons de vin que nous avons rachetées, ça a toujours appartenu à des familles. Ouais. C'est très important pour nous d'essayer de garder cet esprit familial. Alors l'hôtellerie, c'est très simple, c'est une diversification qui correspond à une volonté de la famille effectivement de rester dans l'art de vivre, la gastronomie, etc., ce qui est le propre de l'hôtellerie et des restaurants. C'est une volonté aussi à long terme d'être dans ce métier patrimonial. Et puis c'est une façon aussi de mettre un pied dans un domaine où on a aussi envie de mettre en valeur un petit peu plus nos maisons. On a des endroits absolument magnifiques, que ce soit chez Roderer, à Bordeaux ou autre. Et ce sont des maisons qui ne sont pas ouvertes aujourd'hui au public et dont on aimerait offrir un service d'hospitalité, un peu comme la ferme de Marie, c'est un peu ça l'esprit? Oui, plutôt un tourisme quand même. On est plutôt effectivement dans ces endroits-là à faire découvrir, à faire vivre une expérience en fait autour de nos vins à nos amateurs. Ouais. Ça ne sera pas un one-shot, si je comprends bien, en filigrane, il y aura peut-être aussi d'autres projets. L'idée, c'est d'avoir une petite collection pipe, qui soit à la fois des hôtels comme le Christiana et puis des maisons d'hôtes ouverts dans nos Donc maisons de vin. c'est complémentaire finalement. Vous êtes dans une logique complémentaire, oui, absolument. Bon. Et sa vocation à être une part importante à terme du chiffre d'affaires global ou ça restera une diversification marginale? Ça va se faire au rythme de ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire à long terme et en prenant notre temps. Il y a une stratégie d'acquisition mais qui est ciblée. Ça, c'est votre patte aussi. Trouver des pépites qui sont, on l'a compris, dans l'ADN de la maison, qui ne sont pas trop chères non plus, parce qu'il y a une rentabilité. Tiens, on va en parler après, aussi la rentabilité, parce qu'il y a très peu de chiffres qui circulent. Donc c'est compliqué de trouver à chaque fois les bonnes pépites. Là, je reviens sur les vignobles. C'est pas compliqué, parce qu'on n'est pas une stratégie à acheter absolument tous les ans des choses. On ne sort pas le carnet de chèques comme ça n'importe C'est d'abord une rencontre avec des familles. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Et bon, alors évidemment, on n'achète pas, on achète plutôt dans des régions qui produisent des grands vins déjà. Donc Bordeaux, c'est Pauillac, etc. Parce qu'il manque le Bourgogne, là. Hein. En Provence, il manque le Bourgogne. Mais ça viendra un jour. Donc c'est toujours dans des belles régions de vin qui défendent une singularité avec des cépages authentiques, des cépages particuliers. L'idée, c'est de faire vraiment des vins singuliers. Et donc voilà, on a racheté l'année dernière aux États-Unis une autre jolie maison de vin qui s'appelle Mary Edwards, qui est une belle histoire avec une des rares femmes œnologues américaines qui s'est fait appeler la reine du Pinot Noir parce qu'elle fait vraiment des grands vins en Californie, dans la Russian River. Voilà, donc voilà, c'était une rencontre parce qu'il y a cette histoire familiale derrière cette femme qui nous a séduits. Bon, Frédéric Rouzeau, on est sur Boursorama, la question, évidemment, il faut vous la poser. Une cotation en bourse, est-ce que vous y avez déjà songé? J'imagine que des banques d'affaires ont dû venir vous voir pour vous en parler. Quand on voit les niveaux de valorisation des groupes dans le luxe ou dans les spiritueux, ça ne vous donne pas envie quand même, non? Alors écoutez, non, moi vous savez, ma mission, la famille me donnait une mission, c'est de positionner le Louis dans les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans qui viennent pour la nouvelle génération. Parce que finalement, on est détenteur de ce patrimoine, mais détenteur un peu temporaire. Une génération, ça passe vite. Et ma mission, c'est d'amener le Louis au plus haut du niveau que je l'ai reçu de mon père, si c'est possible. Donc nos efforts, c'est au quotidien de crafter, comme on dit en anglais, de polisher ce bijou qu'est Louis Roederer et les autres propriétés. Et vous n'avez pas besoin donc de capitaux, encore une fois, si vous avez besoin de capitaux pour vous développer, vous avez fait appel aux banques ou autres, pas besoin d'aller en bourse. Donc la bourse, c'est niette. On a souvent des propositions des banques pour nous financer et elles se désespèrent parfois que nous n'investissions pas plus. Donc pas besoin d'aller en bourse. Pas besoin non plus de... On l'a compris, hein, vous voulez rester aux commandes et j'imagine d'ailleurs recevoir des offres de la part de grands groupes. Encore une fois, j'imagine LVMH. Votre indépendance, elle est farouchement non négociable ou est-ce que c'est inconcevable, voilà, c'est inconcevable de se dire que d'être vendu un jour à un grand groupe, en tout cas pas sous votre ère, c'est ça? Non, mais je pense que, si vous voulez, encore une fois, notre mission, c'est de raconter une histoire, d'avoir ce projet familial avec un ADN, une vision esthétique de nos vins, des régions, de la façon dont on approche ce métier. Et je pense que c'est important d'avoir cette diversité. LVMH est un formidable groupe de luxe. Oui, mais si LVMH vous propose un pont d'or, c'est niet, c'est non?
Pour l'instant, d'ailleurs, ils ne nous ont rien proposé. Et puis, effectivement, ce sera niet parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. On finit là-dessus. La rentabilité, j'ai vu un chiffre circuler, 25% de rentabilité chez vous. On n'est pas loin? On n'est pas loin, oui, oui, tout à fait. Mais vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'on fait notre métier est quand même un métier où on fait du mécénat viticole. C'est-à-dire qu'effectivement, ça prend du temps, c'est du patrimonial, il faut faire face aux aléas climatiques, donc c'est pas sans risque, et il faut avoir les reins solides, donc il faut avoir une vision à long terme. Bon, dernière question, plus légère. Qu'est-ce qu'il boit, Frédéric Rousseau, en dehors du Cristal Roderer en Champagne? Qu'est-ce qu'il aime bien? Il ne boit pas que du Cristal Roderer, mais il aime bien boire également des grands vins. Non, mais en Champagne, en Champagne. En Champagne, je bois du Bollinger, je bois du Deutz qui nous appartient. Ah non, mais ça, c'est la maison, ça. En dehors du groupe. Mais j'aime bien goûter tous les champagnes régulièrement et ça nous permet de nous positionner et de voir cette diversité champenoise qui est très, très sympa. À consommer évidemment, on le rappelle, avec modération. Merci d'avoir été avec nous, Frédéric Rousseau, donc PDG de Louis de Roderer, qui était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.